Bonsoir chers amis. Nous sommes heureux d'accueillir ce soir mademoiselle Aurélie Perrault qui a soutenu récemment une thèse sur les collèges parisiens au Moyen-Âge et qui a bien voulu venir nous donner l'essentiel des résultats de ses recherches. Elle va d'ailleurs publier un livre très important en janvier sur les collèges parisiens au Moyen-Âge. Mademoiselle Aurélie Perrault est attachée d'enseignement et de recherche à l'université de Marne-la-Vallée. C'est à vous. Merci beaucoup pour m'avoir invité à donner cette conférence ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Le choix de mon sujet de thèse, l'architecture des collèges parisiens au Moyen-Âge, semblait assez étrange lorsque je me suis lancée en 2001. Il faut bien admettre que la disparition presque complète des édifices qui devaient faire l'objet de l'étude aurait pu en décourager plus d'un. L'entreprise s'est donc révélée assez hasardeuse, mais il faut savoir que l'histoire de l'art, la discipline elle-même, a beaucoup changé ces 10 dernières années, et les spécialistes s'intéressent de plus en plus aux disparus, aux bâtiments disparus. La destruction des bâtiments médiévaux La destruction des bâtiments médiévaux des collèges parisiens s'est déroulée en plusieurs étapes. Tout d'abord, les destructions liées à la guerre de 100 ans et qui ont été suivies par des reconstructions à la Renaissance, qui font qu'on a perdu un certain nombre de bâtiments dès le XVe siècle. Par la suite, un changement de goût, en particulier au XVIe siècle, avec l'adoption des formes issues de l'Antiquité et provenant de l'Italie, des formes renaissantes. Autre phénomène qu'on doit prendre en compte pour expliquer la disparition des bâtiments, c'est la déliquescence naturelle des structures médiévales qui ont, au fur et à mesure, été remplacées par des bâtiments modernes, en particulier au XVIIe et au XVIIIe siècle. Pour expliquer la disparition des bâtiments dont je vais vous parler, il faut également prendre en compte évidemment la Révolution française. Il s'agissait de bâtiments rattachés à des institutions religieuses, parfois à caractère royal, et donc elles n'ont pas échappé à la vindicative des révolutionnaires. Et puis, dernière explication pour la destruction des bâtiments médiévaux, en tout cas ceux qui avaient subsisté au début du XIXe siècle, ce sont les grandes percées d'Haussmann qui ont mis à bas la plupart des bâtiments qui avaient, par miracle, subsisté jusque-là. Les bâtiments médiévaux des collèges parisiens sont donc aujourd'hui très rares. Des 56 collèges que j'ai relevés pour la période médiévale, seuls 3 possèdent encore aujourd'hui un bâtiment de cette période. Le couvent des Cordeliers, des franciscains, avec son réfectoire qui se trouve rue de l'École de médecine. Voici une vue du pignon occidental de ce réfectoire. Les constructions du collège des Bernardins, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, avec le réfectoire, en tout cas ce qu'on appelle le bâtiment des moines, qui devait comprendre le réfectoire, mais très vraisemblablement aussi un scriptorium, et juste à côté, la sacristie. Donc voilà pour les Bernardins. Et puis enfin, la chapelle du collège de Beauvais, ainsi que la sacristie qu'on ne peut pas voir sur le cliché. Et donc voilà, on a fait le tour des bâtiments médiévaux de ces collèges parisiens encore en place aujourd'hui. Vous voyez, sur 56 collèges, il n'en reste pas beaucoup. Et donc, pour saisir l'emprise au sol et l'évolution des autres établissements de leurs bâtiments, il m'a fallu avoir recours à d'autres sources d'information indirectes cette fois-ci. Ces autres sources d'information sont essentiellement des archives écrites et des documents graphiques. Les archives ont fourni le plus gros de la documentation.
Elles sont bien conservées dans l'ensemble pour ces collèges parisiens. Et elles m'ont permis de restituer des parcellaires. On va en voir quelques exemples tout à l'heure. Et très souvent, ces parcellaires peuvent même remonter au moment de la fondation du collège, parfois dès le début du XIVe siècle. Parmi ces archives manuscrites, les séries comptables ont été très précieuses, puisque dans les chapitres des dépenses, il m'a été possible de suivre des travaux de construction, de restauration, donc d'imaginer un petit peu quelle était la disposition de bâtiments médiévaux pour lesquels je n'avais pas d'autres informations. Ça m'a également permis d'isoler un certain nombre de figures d'artistes et d'artisans pour la période médiévale. Donc vraiment, les sources comptables se sont révélées très très précieuses. En ce qui concerne les documents graphiques, on va en voir un certain nombre ensemble tout de suite. Ils se divisent en deux groupes principaux. Tout d'abord, les plans de Paris, les plans qui existent depuis le XVIe siècle jusqu'au cadastre actuel, qui permettent de proche en proche de suivre un certain nombre d'évolutions dans les bâtiments. Et puis, les documents graphiques figurant les bâtiments en élévation. Et là, il s'agit essentiellement de gravures, d'aquarelles remontant à la période moderne. En confrontant les renseignements issus de l'analyse croisée de tous ces documents, qu'il s'agisse des bâtiments encore en place, des structures éventuellement repérées en fouilles archéologiques ou des documents issus des archives ou des documents graphiques, eh bien, grâce à cette confrontation, il a été possible de remonter à un état médiéval pour la plupart de ces établissements, ou du moins à un état au XVIe siècle pour tous ces établissements. Alors, l'intitulé de la communication de ce soir parle de l'implantation et de l'architecture de ces collèges parisiens. Et donc, je vais commencer par les phénomènes liés à l'implantation de ces collèges sur la rive gauche. Je ne me suis finalement interrogée qu'assez tard sur l'existence ou l'inexistence d'une dynamique d'implantation des collèges dans la capitale. Y avait-il un rythme particulier des fondations ou encore un schéma directeur qui aurait répondu à une logique urbaine ou politique identifiable? Pour tenter de répondre à ces questions, j'ai pris le parti de dessiner des cartes de ce type par tranche chronologique de 25 ans et de 50 ans et de regarder sans préjugés si apparaissait un schéma particulier ou si au contraire l'installation des collèges s'était faite au hasard dans la ville durant les 3 derniers siècles du Moyen-Âge. Donc voici ces cartes obtenues par tranche de 25 ans entre le début du XIIIe siècle et 1422, qui était le terme de mon étude. Vous voyez ici l'implantation des premiers collèges parisiens et en particulier, ici marqué en rouge, le couvent des Jacobins le long de la rue Saint-Jacques. Pour information, on nous trouve ici, à la mairie du 5e. Ces cartes ont deux avantages. Déjà, elles sont calées sur le parcellaire actuel, donc elles nous renseignent sur l'emprise exacte ou la plus proche possible de ces collèges aujourd'hui, tels qu'ils se présenteraient aujourd'hui. Mais elles ont permis également de dégager un schéma d'implantation de ces collèges. Alors vous allez voir sur ces cartes, les établissements sont marqués soit en rouge, soit en vert. Les établissements marqués en rouge sont des collèges réguliers, c'est-à-dire des collèges qui étaient rattachés à un ordre monastique, ici les Jacobins, c'est-à-dire les dominicains. Et les collèges marqués en vert étaient des collèges séculiers, c'est-à-dire des collèges destinés à la formation des élites, soit du clergé séculier, soit les élites laïques. Donc on commence au début du XIIIe siècle avec les Jacobins qui arrivent en 1217-1218, qui s'installent le long de la rue Saint-Jacques, qui leur a donné leur nom de Jacobins. On continue la tranche suivante, 1225-1250, avec deux nouvelles fondations régulières. Les Cordeliers, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les franciscains qui sont arrivés à Paris en même temps que les dominicains, mais qui n'ont pu s'installer à l'intérieur du rempart de Philippe-Auguste qu'en 1230. Et à l'opposé de la rive, ici, le collège des Bernardins. On continue, on change de tranche, 1250-1275, et vous voyez que là on a l'apparition des premiers collèges
En particulier la Sorbonne, en 1257, la Sorbonne qui n'avait pas l'ampleur qu'elle connaît aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui elle occupe tout ce pâté de maison, tout cet îlot. D'autres fondations régulières, toujours, avec le collège de Cluny, ici, qui se trouvait sur la place actuelle de la Sorbonne, le collège des Prémontrés, rue Hautefeuille, et enfin le collège de Saint-Denis, donc un peu plus haut, vers la Seine. On continue à regarder ces cartes, avec une diminution des fondations régulières. On repère essentiellement pour cette tranche chronologique de 175-1300 la fondation du collège des Grands Augustins. En revanche, vous voyez qu'on commence à avoir une multiplication de fondations séculières. 1300-1325. Vous voyez qu'on a quasiment plus de fondations régulières, quasiment plus de collèges marqués ici en rouge. En revanche, les fondations séculières sont très très nombreuses, avec parfois de très grands collèges, comme ici l'implantation de l'ancien collège de Navarre, l'ancien collège royal de Navarre, c'est-à-dire l'emplacement actuel de l'ancienne école polytechnique. Autre grand collège que vous repérez ici en vert et dont les terrains descendaient jusqu'à la Seine, le collège du cardinal de Moine, qui a donné son nom à la rue et à la station de métro. On poursuit notre regard sur ce qui se passe au XIVe siècle. Et vous voyez que pour la tranche chronologique suivante, 1325-1350, on a encore énormément de fondations séculières. Ici, le long de la rue Saint-Jacques, les collèges du Plessis et de Marmoutier, collège de Cambrai, un petit peu plus haut, où se trouve le collège de France aujourd'hui, le collège de Lisieux, que vous voyez ici, et comme vous pouvez le constater sur la carte, nous nous trouvons aujourd'hui bien sûr à l'emplacement des anciens jardins de ce collège de Lisieux. À partir du milieu du XIVe siècle, on constate un ralentissement de ce rythme de fondation, plus du tout de fondations régulières déjà, et beaucoup moins de fondations séculières sur la rive gauche. Et enfin, au tout début du XVe siècle, je n'ai pu isoler que deux fondations, le collège de Reims, qui se trouve à l'emplacement de Sainte-Barbe, et le collège de Tonnerre, ici, un tout petit collège, dans la rue Jean-Cauvet. Donc voici pour les données brutes, si vous voulez, simplement en comparant les cartes, en les regardant sans préjugés. Derrière ces données brutes, j'ai essayé de comprendre les raisons de ce rythme d'implantation des collèges dans Paris, essayer de voir si on pouvait les mettre en relation avec des événements politiques majeurs, des événements de l'histoire ou de l'histoire de la capitale. J'ai ainsi pu isoler différentes phases de développement de ces collèges, d'implantation de ces collèges sur la rive gauche, et effectivement ça colle avec un certain nombre de phénomènes historiques bien connus par ailleurs. Dans la foulée, j'ai également pu identifier un schéma directeur dans l'implantation de ces collèges. Et donc on va reprendre cette fois-ci avec des cartes un petit peu plus artisanales, mais vous allez voir, elles sont quand même assez parlantes. Et on va voir un petit peu ce qui se passe en repartant au début du XIIIe siècle. Début du XIIIe siècle, on l'a vu sur les cartes précédentes, c'est l'arrivée des ordres mendiants. Les ordres mendiants qui s'installent non pas vers les écoles de la rue du Foire et Saint-Julien-le-Pauvre, c'est-à-dire là où se trouvaient les écoles où enseignaient les maîtres de l'université, mais les mendiants qui vont s'installer à l'opposé sur les hauteurs protégées de la montagne et le long du rempart tout neuf de Philippe Auguste. Donc vous voyez le tracé ici, assez schématique. Ce type d'implantation n'est pas inhabituel chez les mendiants. Les mendiants avaient tendance à installer leurs couvents effectivement en périphérie des villes ou contre les remparts. Mais très certainement, l'idée d'être protégé des crues de la Seine a dû jouer pour installer ces constructions en haut de la montagne. L'arrivée des deux premiers couvents mendiants, en fait, représente le moment où le mouvement de fondation des collèges va commencer. Ce sont les mendiants qui donnent l'impulsion nécessaire pour le développement de ces institutions d'un nouveau genre.
1257, fondation de la Sorbonne. La Sorbonne qui n'est pas implantée n'importe où. Elle se trouve entre les Jacobins et les Cordeliers dans leur sphère d'influence urbaine, à égale distance d'un couvent et de l'autre. C'est un choix délibéré de la part de Robert de Sorbon, le fondateur. Robert de Sorbon qui était le confesseur de Saint-Louis. Et la fondation de la Sorbonne se produit à un moment très particulier dans l'histoire de l'université. C'est le moment de la querelle entre les membres séculiers et les membres réguliers de l'université. Une querelle durant laquelle les mendiants se sont retrouvés en opposition avec les autres enseignants de théologie en particulier. L'université a été dissoute, le pape a excommunié un certain nombre de personnages qui s'opposaient aux ordres mendiants. Donc c'est une période très très troublée pour l'université, très compliquée, et d'où les mendiants sont sortis vainqueurs. Et on peut considérer la fondation de la Sorbonne comme une contre-attaque des membres séculiers face aux mendiants. C'est très certainement cet idéal politique, cet enjeu politique qui a commandé la fondation de la Sorbonne. Dans ce contexte, Robert de Sorbon et Saint-Louis travaillent de concert, puisque le roi a échangé un certain nombre de terrains avec son confesseur. Il l'a aidé à créer son collège. Donc, cette fondation de la Sorbonne, elle répond à un enjeu politique très particulier, mais d'un point de vue urbain, cette fondation va aussi avoir un impact très important. Je vous l'ai dit, les bâtiments de la Sorbonne se trouvent à mi-chemin entre les deux couvents mendiants, c'est-à-dire les deux communautés qui posaient problème justement aux membres séculiers au sein de l'université. Elle va donc se placer en plein milieu de leur sphère d'influence urbaine. Sans doute pour exercer une contre-attaque, cette fois-ci sur le plan urbain, face à ces deux couvents mendiants qui attiraient de plus en plus d'étudiants, qui évidemment attiraient l'attention au sein de la rive gauche, avec leurs bâtiments de grande dimension, etc. Et le fait est que la fondation de la Sorbonne a renforcé le pouvoir d'attraction de cet endroit très particulier sur la rive gauche. On constate qu'après la fondation de la Sorbonne, dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, les premiers collèges qui vont commencer à se multiplier sont fondés à proximité immédiate de ce premier pôle de développement urbain à caractère universitaire. Donc le rapprochement physique entre les Jacobins, la Sorbonne et les Cordeliers a attiré les fondations de collèges sur cet endroit très précis de la rive gauche. Encore une fois, absolument pas là où se trouvaient les écoles d'arts libéraux, vers la Seine et Saint-Julien-le-Pauvre. Donc là, on voit effectivement qu'il y a un lien très fort entre ces différents phénomènes. Et là, on repère un schéma directeur dans l'implantation des collèges. Ici, vous voyez qu'on a une implantation de façon radiale. Les collèges qui sont créés dans la deuxième moitié du XIIIe siècle rayonnent à partir de ce pôle central. J'ai juste laissé le triangle ici entre les Cordeliers, la Sorbonne et les Jacobins. Et au fur et à mesure que la place va commencer à manquer dans les environs immédiats de ces trois collèges, les autres établissements vont s'implanter de proche en proche en descendant les deux rues principales, c'est-à-dire la rue Saint-Jacques et ici la rue de la Harpe, aujourd'hui qui est en partie éventrée par le boulevard Saint-Michel. Donc tout d'abord, on a des fondations qui se trouvent le plus près possible de ce pôle urbain formé par les Jacobins, les Cordeliers et la Sorbonne. Et puis ensuite, comme il n'y a plus de place, on va descendre le long des rues Saint-Jacques et de la Harpe. Au début du XIVe siècle, le schéma se complique avec l'apparition d'un nouveau pôle de développement urbain autour du collège de Navarre. Le collège de Navarre, c'est un collège très particulier. C'est le premier collège royal à Paris. Il est lourdement chargé d'un message dynastique, d'un message politique de la part de la reine de Navarre, Jeanne de Navarre, mais surtout de son époux Philippe le Bel. Donc le collège de Navarre va lui aussi attirer un certain nombre de fondations, va lui aussi jouer le rôle d'un pôle de développement urbain.
Ce qui fait qu'à partir du début du XIVe siècle, c'est-à-dire à partir du moment où les fondations se multiplient, si vous vous souvenez des cartes qu'on a vues en couleur tout à l'heure, on a vu que d'un seul coup on avait des établissements verts un petit peu partout. Eh bien, précisément au moment où on fonde le Collège de Navarre, on va aussi multiplier les pôles des développements urbains. On ne va plus seulement partir de ce premier pôle qu'on a vu ensemble, Jacobin, Cordeliers et Sorbonne, mais on va aussi commencer à partir du Collège de Navarre. On continue au XIVe siècle, et avec l'arrivée des Carmes, ici, vers la place Maubert, que vous voyez ici représentée, va se créer un nouveau pôle, un troisième pôle de développement urbain. Et vous constatez qu'on a effectivement un certain nombre de fondations de collèges, jusqu'à la fin du XIVe siècle d'ailleurs, autour de ce couvent des Carmes. Donc ça nous fait déjà 3 pôles de développement urbain. Le premier qui se trouvait ici, à la pointe de la rive, encerclé toujours dans le rempart de Philippe Auguste. Un deuxième pôle autour du Collège de Navarre, un troisième pôle beaucoup plus central autour des Carmes. Si on prend en compte toutes les fondations qui se sont faites à partir de ces différents pôles, on arrive à la fin du XIVe siècle à une couverture pratiquement homogène de l'ensemble de la rive gauche. Donc une omniprésence des universitaires, des collégiens sur cette rive gauche. À l'extrême fin du XIVe siècle et au début du XVe siècle, les dernières fondations vont finalement jouer le rôle de bouche-trou en remontant cette fois-ci vers la montagne. Donc on a un mouvement qui monte vers la Seine et qui va ensuite redescendre pour les dernières fondations identifiées, donc celles qui sont créées à l'extrême fin du XIVe et au début du XVe siècle. Donc vous voyez que finalement, ces établissements qui étaient très peu nombreux au départ, au début du XIIIe siècle, il n'y avait que les couvents mendiants en gros, eh bien, très rapidement, ils vont commencer à coloniser la rive gauche. On peut vraiment parler de colonisation de la rive gauche, et selon un schéma très logique finalement. Tout d'abord, on crée les collèges les plus près possible de leur prestigieux modèle, les couvents mendiants et la Sorbonne. Et puis ensuite, la place venant à manquer, eh bien, on va, de proche en proche, coloniser des voies publiques privilégiées. La rue Saint-Jacques, qui est l'artère principale de la rive gauche au Moyen-Âge, c'est l'ancien cardo gallo-romain. Et puis la rue de la Harpe, qui est elle aussi une voie très très importante où passe énormément de gens. Donc évidemment, on n'a pas choisi les installations au hasard, absolument. Donc ça, c'est pour les grandes lignes sur l'implantation de ces collèges. Donc un mouvement qui au début est radial, et puis ensuite qui va être linéaire le long des voies de la rive gauche, et des voies principales en l'occurrence. En ce qui concerne la physionomie des collèges, elle est souvent liée aux parcellaires préexistants. Donc là, on va regarder ce qui se passe à l'échelle d'un collège. On va laisser la grande échelle au niveau de la rive gauche, et on va regarder au niveau des collèges ce qui se passe au moment où un fondateur décide eh bien, de créer une communauté de boursiers. Donc cette physionomie des collèges, elle est souvent liée aux parcellaires préexistants, mais on constate que les fondateurs ou leurs exécuteurs testamentaires, lorsque les fondations de collèges étaient faites par testament, eh bien, ont systématiquement cherché à rassembler des propriétés adjacentes, à créer des blocs de propriétés cohérents, et ceci afin de les aménager au mieux en fonction des besoins de la communauté. On identifie un certain nombre de stratégies pour l'acquisition des terrains, l'acquisition des maisons, et ceci grâce aux actes d'archives. Donc c'est là que les actes d'archives se sont révélés très très précieux pour comprendre la constitution de ces parcellaires. Et très souvent, ces stratégies d'acquisition nous renseignent sur la personnalité du fondateur ou de ses exécuteurs testamentaires. Et on se rend compte que ces personnages ne manquaient ni d'idées ni de ressources pour parvenir à leur fin. On va commencer avec l'exemple du collège d'Autun. Ce collège fondé en 1341 par le cardinal Pierre Bertrand. Et le cardinal va, sur quelques années, faire l'acquisition de toutes ces maisons que vous voyez ici, qui ont été numérotées, en progressant de façon linéaire d'est en ouest.
En 1339, il fait l'acquisition de cette demeure qui a appartenu à Richard le Neveu, c'est-à-dire à l'ancien évêque de Béziers. La même année, il fait l'acquisition de la maison adjacente le long de la rue de l'Hirondelle. Et quelques mois après, la maison qui lui manquait, donc la maison qui appartenait à Richard à l'Épée. Ainsi, en l'espace de moins d'une année, Pierre Bertrand se trouvait déjà propriétaire d'une résidence ecclésiastique et des 2 maisons directement adjacentes. Donc il avait déjà des propriétés, un terrain assez important. Quelques années plus tard, il fait l'acquisition de ces 2 maisons qui s'entretiennent par l'arrière de la parcelle, vous voyez. Donc en fait, on a des maisons qui couvrent toute la largeur de l'îlot. Ce nouvel achat, qui finalement traduit un agrandissement du nouveau collège, est lié à l'augmentation de la fondation initiale. En 1343-1345, le fondateur Pierre Bertrand décide de multiplier le nombre des bourses, c'est-à-dire d'augmenter les effectifs de la nouvelle communauté. Et pour ce faire, il fait donc l'acquisition de 2 maisons supplémentaires situées juste à côté de ses acquisitions précédentes. Donc pour l'instant, on progresse effectivement toujours d'est en ouest. Pour faire l'acquisition des maisons appartenant à un certain Gilles Le Fauvier, quelques années après, le cardinal va procéder autrement. Manifestement, Gilles Le Fauvier faisait des difficultés, il ne voulait pas vendre ses maisons au cardinal. Et donc le cardinal Pierre Bertrand a décidé de racheter les charges, les rentes qui étaient rattachées à ces maisons, avant manifestement de faire pression sur le propriétaire pour racheter l'intégralité de ses biens fonciers. Donc là, ça s'est passé ça a été un peu plus difficile pour le cardinal. Donc il a trouvé une astuce, une stratégie. Il a essayé, finalement, il a pris le propriétaire en traître. Il a acheté d'abord toutes les charges qui grevaient les maisons, avant évidemment de faire pression pour racheter les maisons. On voit bien à travers cet exemple un certain nombre d'éléments. Première chose, le cardinal, le fondateur donc, du collège d'Autun, a cherché à faire l'acquisition des maisons de proche en proche sans laisser de parcelles vacantes pour installer ses boursiers, pour faire les aménagements nécessaires à l'accueil de la communauté. Et puis, lorsqu'il a fallu changer de stratégie, pas de problème, il s'est adapté à la situation pour obtenir ce qu'il voulait. Il faut savoir que le cardinal Pierre Bertrand a par ailleurs englouti de fortes sommes d'argent pour l'acquisition de ces maisons. Pour les 3 premières, qui constituent le noyau originel du collège, il a déboursé 770 livres, dont 720 livres uniquement pour la maison de Richard le Neveu, ce qui est une très forte somme à l'époque. Alors on peut se demander pourquoi cette maison coûtait si cher. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Richard le Neveu était évêque de Béziers. Donc on peut très bien imaginer que cette maison qui lui appartenait avait déjà les proportions d'un hôtel ecclésiastique. Donc très certainement une maison beaucoup plus grande que les 2 maisons qui se trouvaient à côté. Et là malheureusement mon schéma n'est pas à l'échelle, donc il ne rend pas vraiment justice. En tout, pour l'acquisition de l'ensemble des propriétés qui sont restées dans les mains du collège jusqu'à la Révolution, Pierre Bertrand a déboursé 1200 livres en parisis, c'est-à-dire une fortune. C'est le prix de construction pour une chapelle, par exemple. Donc c'est énormément d'argent. Premier exemple, donc on a vu avec ce collège d'Autun, on progresse d'est en ouest de façon très régulière, de proche en proche. Et bon, il y a eu un petit problème pour les acquisitions des 2 dernières maisons, mais sinon, manifestement, les choses se sont plutôt bien passées. On va voir un autre exemple avec le collège de Maître Gervais Chrétien. La constitution de ce collège traduit la même persévérance de la part du fondateur, le fondateur qui n'était autre que le médecin du roi Charles V. Donc là encore un personnage très très important, et on va le voir, qui a su se donner les moyens de faire ce qu'il voulait.
il a réuni énormément de maisons ici, au coin de la rue Boutebry et de la rue du Foin. Donc aujourd'hui, toute cette partie a été éventrée par le percement du boulevard Saint-Germain. Donc il a réuni énormément de maisons. Il faut imaginer tout le coin de l'îlot pour réaliser son collège. Dès 1356, il fait l'acquisition de ces maisons centrales ici. Et partant de là, il va essayer de descendre jusqu'à la rue du Foin. On constate qu'il y a eu quand même quelques soucis. On a une nouvelle acquisition en 1360, celle-ci en 1363, mais vous voyez que ces deux maisons ici, il les a acquises plus tard. Donc il n'a pas pu faire comme Pierre Bertrand. Lui, il a dû acheter les parcelles, les maisons, au fur et à mesure qu'elles se libéraient, et non pas de proche en proche, comme ça avait été le cas pour le collège d'Autun. Néanmoins, il est parvenu à laisser à son collège une propriété à peu près cohérente, à l'exception de cette maison ici, qui appartenait à un certain sieur Boiteril, maison qui n'a été achetée qu'en 1395, non plus par Maître Gervais qui était mort, mais par les écoliers eux-mêmes. Donc on voit également que cette préoccupation de posséder une propriété cohérente, formant un bloc uni, les fondateurs l'ont transmise à leurs écoliers, à leurs boursiers. C'est d'autant plus significatif que c'est précisément sur l'emplacement de cette maison que les écoliers de Maître Gervais ont percé l'entrée principale du collège, celle qui est restée l'entrée principale du collège jusqu'à la Révolution. Dans ce cas de figure, on constate que le fondateur a su être patient. Il a mis près de 20 ans pour constituer son collège. Il a saisi les opportunités au vol, c'est-à-dire dès qu'une parcelle se libérait, il devait être le meilleur acquéreur. Et donc, ça en dit long, encore une fois, sur la persévérance de ces fondateurs de collège. On se rend bien compte que fonder un collège, implanter un collège dans Paris, c'est une action réfléchie, et souvent on réfléchit de longue date, qui fait l'objet d'une étude de marché peut-être, ou l'équivalent, c'est-à-dire des sondages dans le coin, essayer de savoir est-ce que les maisons vont se libérer bientôt ou pas. On y engloutit de fortes sommes d'argent. Et on a vu tout à l'heure, lorsqu'on a abordé le schéma général, que l'implantation n'était pas choisie au hasard, elle répondait aussi à cette volonté de se rapprocher des grands établissements du XIIIe siècle. Donc définitivement, derrière la fondation de ces collèges, derrière leur implantation, derrière leur physionomie, il y a des choix très forts et une volonté très forte. Je vais maintenant aborder les questions d'architecture. Alors l'aspect des bâtiments médiévaux tels qu'ils nous sont connus à travers des sources indirectes la plupart du temps, il a varié d'un bâtiment à l'autre, il a évolué déjà au cours du Moyen-Âge. On repère des reprises, des travaux, des agrandissements entre le XIVe et le XVIe siècle. Donc ce sont des bâtiments qui ont été en mouvement perpétuel. Dans ce mouvement, on peut isoler certaines grandes tendances, certaines grandes caractéristiques de l'architecture des collèges parisiens, et on peut également essayer d'en comprendre les motivations, les raisons. Première chose qu'on repère dans l'architecture des collèges parisiens, c'est le recours à un plan monastique que l'on repère dans pratiquement tous les établissements parisiens, à l'exception vraiment des tout petits collèges qui étaient installés dans une maison, par exemple. Ce phénomène, donc ce recours systématique à un plan de type monastique, on peut l'attribuer à l'influence des ordres mendiants. Encore une fois, ce sont les premiers à s'installer sur la rive gauche, les premiers à construire des bâtiments pour abriter des étudiants. Et assez logiquement, les mendiants, ce sont des religieux, les mendiants vont adopter ce plan monastique. Et puis très rapidement, les collèges, même séculiers qui sont fondés sur la rive gauche, vont se servir de ce modèle, vont l'adapter en fonction de leurs moyens, de leurs revenus, de la surface de leur terrain, mais ils vont systématiquement revenir
à ce plan monastique, à ce parti monastique. Dans ce parti monastique, on repère un noyau central formé de l'église et du cloître. L'église qui se trouve systématiquement au nord du cloître. Vous voyez, c'est le cas ici avec l'ancien couvent des Jacobins. Voici l'église conventuelle et le cloître qui se trouve au sud, accolé au rempart de Philippe Auguste. Même phénomène chez les Cordeliers. Vous avez ici un plan de la commission du Vieux Paris avec une superposition du parcellaire actuel en rouge et des structures médiévales de ce collège en noir. L'église conventuelle qui se trouvait le long de la rue de l'École de médecine et le cloître qui se trouvait au sud de cette même église, accolé contre l'église. Et vous voyez, jusqu'à l'époque moderne, ce cloître suivait le tracé du rempart de Philippe Auguste. Donc dans ces deux premiers couvents mendiants parisiens, on a ce noyau du plan monastique, cette association entre l'église et le cloître, l'église se trouvant systématiquement au nord. Même solution adoptée par les grands Augustins. Voici une vue moderne de l'église des grands Augustins, le long du quai de la Vallée. Le cloître se trouvait de l'autre côté. Et voici un plan du collège des Bernardins. Et avec les Bernardins, on va observer exactement le même phénomène, ce recours à un plan monastique typique des abbayes cisterciennes. Donc là, on est toujours sur un schéma architectural bien identifié dans les ordres religieux, avec l'église qui est malheureusement disparue, qui est sous le boulevard Saint-Germain aujourd'hui, et le cloître, formé en fait d'une cour polygonale et non pas entourée de galeries, c'est une exception. Je reviens aux Jacobins, puisqu'en plus de ce parti monastique, on constate que systématiquement l'église du couvent, l'église du collège, est longée par une voie publique. Si vous regardez ici, ce qu'on appelle passage des Jacobins, que l'on appelait au Moyen-Âge la rue Coupe-Gueule ou la rue Coupe-Gorge, qui en dit long sur l'ambiance un petit peu qui règne dans cette voie, on a effectivement une rue qui traverse tout l'enclos conventuel et qui longe l'église des Jacobins. Et d'ailleurs, à l'époque moderne, des boutiques s'étaient installées tout le long du flanc nord de cette église. Même remarque en ce qui concerne les Cordeliers, effectivement, l'église conventuelle donnait directement sur l'ancienne rue des Cordeliers, aujourd'hui rue de l'École de médecine. Même chose chez les Augustins, avec le quai de la Vallée, aujourd'hui quai des Grands Augustins, qui longeait directement l'église conventuelle. En revanche, les cisterciens, conformément à leur spiritualité, vivaient davantage en autarcie, dans le rejet du monde, contrairement aux mendiants, et donc l'église ainsi que les bâtiments conventuels étaient isolés au milieu des jardins, c'est-à-dire inaccessibles depuis les voies publiques. Dans les collèges séculiers, c'est-à-dire des établissements de plus petite proportion, on va retrouver des choses similaires. Donc, encore une fois, ils vont s'inspirer de ce que font les collèges réguliers et en particulier les collèges mendiants. Voici le collège de Navarre au milieu du XVIIIe siècle. Et on constate qu'un certain nombre d'éléments ont été repris. Première chose, le duo formé par la chapelle et son cloître. Le cloître se trouvait ici, mais il a été détruit au début du XVIIIe siècle. Il y a encore le puits, en revanche. Et on avait donc ce couple, ce duo formé du bâtiment ecclésial au nord et de son cloître au sud. Donc, reprise de ce noyau monastique identifié dans les collèges précédents. Dans les autres collèges, les collèges plus modestes, on n'a pas de cloître. Les collèges séculiers, à l'exception du collège de Navarre, avaient des cours quadrangulaires ou rectangulaires à la place du cloître. Mais finalement, cette cour remplissait la même fonction, à savoir assurer la circulation depuis le cœur du collège
vers les différents bâtiments qui le constituaient. L'espace de culte, la chapelle, et les espaces communautaires. On en verra d'autres exemples tout à l'heure. Au sein des bâtiments des collèges, celui qui était le plus significatif, celui qui était le plus chargé de sens et de prestige, c'était la chapelle. Presque tous les établissements bénéficiaient d'une chapelle, à l'exception des tout petits collèges. Mais vraiment, pratiquement, disons 95% des collèges avaient une chapelle. Très souvent, le fondateur lui-même prévoyait les dispositions à l'origine de cette chapelle, c'est-à-dire les sommes d'argent nécessaires pour sa construction, éventuellement le mobilier liturgique, un certain nombre d'éléments, de donations, de statues, d'orgues, etc. Donc très souvent, c'était la volonté du fondateur qui présidait à la constitution de la chapelle. Au XIIIe siècle, les premières fondations, les premiers collèges n'ont pas pu avoir de chapelle tout de suite. Il faut savoir que ces institutions ont, au début de leur existence, rencontré la résistance des curés de paroisse. Il faut imaginer que les curés paroissiaux devaient voir d'un très mauvais œil l'arrivée de ces établissements religieux et la construction d'édifices religieux autres que l'église paroissiale. Ça implique, dans l'esprit des curés de paroisse, et ça transparaît très très bien dans les archives, une éventuelle redistribution des aumônes au détriment des paroisses. Donc pendant les premières décennies de fondation de ces collèges, on a une résistance acharnée des curés paroissiaux qui vont à l'encontre des décisions pontificales et à l'encontre des décisions épiscopales. Donc on a vraiment une résistance très très forte. Mais au XIVe siècle, à partir du moment où les fondations se multiplient, au XIVe siècle, on a plus de la moitié des collèges fondés au Moyen-Âge, donc on a une multiplication sans précédent de ces établissements, il semble aller de plus en plus de soi d'avoir une chapelle dans le collège. Ce qui fait que les établissements auxquels on avait refusé cet avantage au XIIIe siècle ont pu en bénéficier finalement a posteriori, en profitant de cette vague de fondation, de cette omniprésence des universitaires, des collégiens sur la rive gauche. La constitution de la chapelle, je vous l'ai dit, elle est donc la plupart du temps le fait du fondateur. Il pouvait s'agir de l'ancien oratoire de la demeure du fondateur. Un certain nombre de fondateurs donnaient en fait leur résidence parisienne pour abriter leur dossier. Et dans ce cas-là, si la résidence bénéficiait d'un oratoire, elle devenait tout naturellement la chapelle pour les collégiens. C'est ce qui s'est passé au collège de Dainville, fondé en 1380 par Michel de Dainville. Michel de Dainville a créé ce collège pour respecter les dernières volontés de ses deux frères aînés, Jean et Gérard. Et il a installé les étudiants dans l'ancienne propriété de son frère Jean. Et nous savons que cette propriété bénéficiait déjà d'un oratoire au moment où elle a été cédée aux étudiants, c'est-à-dire au moment de la fondation en 1380. Et d'ailleurs, Michel de Dainville, le fondateur officiel du collège, a été inhumé dans cette chapelle une dizaine d'années après la fondation. Dans les petits collèges, très souvent, la chapelle était installée dans une pièce commune, dans une salle commune, et à ce titre, le collège de Bayeux est tout à fait représentatif. C'est une fondation de 1309 que l'on doit à Guillaume Bouvet, qui était alors évêque de Bayeux. Et vous voyez que le collège s'étendait sur un certain nombre de maisons, une petite maison ici, une deuxième ici, la troisième sur une parcelle en lanière qui reliait les deux rues, rue de la Harpe, aujourd'hui boulevard Saint-Michel, rue des Maçons, aujourd'hui la rue Champollion, et enfin une quatrième parcelle en lanière également, qui elle aussi traversait tout l'îlot. La chapelle du collège de Bayeux se trouvait dans le corps de logis central de cette parcelle, vous avez ici marqué en rouge, et il s'agissait d'une salle en rez-de-chaussée,
Donc en fait d'une salle commune qu'on a aménagée en chapelle et pas du tout d'une construction indépendante. C'est un phénomène que l'on repère dans un certain nombre de collèges séculiers et que je qualifie de pragmatisme en architecture, c'est-à-dire qu'on va bricoler, entre guillemets, on va sélectionner une salle de dimension suffisante et puis on va en faire une chapelle, en sachant que dans les étages supérieurs, il y avait des chambres. Voilà ce que cela donne en élévation. Vous avez ici une gravure du XVIIIe siècle, ici un dessin au fusain. La chapelle, je vous l'ai dit, se trouvait au rez-de-chaussée et au-dessus, il y avait plusieurs étages de chambres, des chambres que l'on repère très bien dans les comptes puisqu'elles étaient louées et donc forcément les recettes étaient transcrites au chapitre des recettes. Donc on a effectivement une cohabitation de cet espace sacré au rez-de-chaussée et puis des chambres toutes bêtes au-dessus. Néanmoins, on se rend compte que les membres du collège ont cherché à distinguer cette chapelle, à distinguer cet espace sacré du reste de la structure. Et effectivement, pour ce faire, ils ont mis en place un vocabulaire architectural différent et destiné à souligner la sacralité de cet espace. Si vous regardez ce qui se passe au rez-de-chaussée, vous constatez qu'on a des baies en arc brisé, alors que dans les étages, vous avez de simples croisées à meneaux. Donc déjà, pas le même type de fenêtre, on se rend bien compte qu'on est dans deux types d'espaces différents. Autre chose tout à fait remarquable dans le traitement de cette chapelle, c'est le traitement de cette porte ici, que vous repérez ici sur le plan, cette porte qui menait aux étages et qui a reçu, elle aussi, un décor tout à fait différent. Il s'agit d'aménagements remontant à la fin du Moyen-Âge et non pas d'aménagements remontant à l'époque de la Fondation, puisque vous avez affaire à de la sculpture, à un répertoire décoratif flamboyant, qui associe un arc en anse de panier à ce que l'on appelle un arc en accolade, vous voyez bien le dessin ici, et au-dessus, une niche richement sculptée, dans laquelle, très vraisemblablement, se trouvait une statue de Vierge à l'enfant, la Vierge qui était le vocable de la chapelle, chapelle Notre-Dame, consacrée à Notre-Dame. Selon toute vraisemblance, une statue de la Vierge à l'entrée de la chapelle. Sur ce dessin ici, vous remarquez que les arcs qui surmontent la porte retombent sur des consoles. Et il faut savoir que la partie inférieure de cette porte de la chapelle du collège de Bayeux est toujours conservée aujourd'hui au musée de Cluny. Donc, quand vous entrez dans la cour du musée de Cluny, c'est la porte qui se trouve sous le porche, sur votre gauche. Et si j'insiste sur ces consoles sculptées, eh bien c'est parce qu'elles ont un motif tout à fait étonnant. Il s'agit d'un bœuf en marche, qu'on appelle un bœuf passant. Et c'est en fait les armes parlantes du fondateur Guillaume Bouvet. Bouvet, Bouvier, le bœuf. Donc le bœuf, eh bien c'était l'armoirie du fondateur, celui de 1309. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez bien le bœuf sur, la tête a disparu, mais vous avez le dos ici, la queue et les pattes. Donc effectivement, vous avez sculpté dans la pierre, cette fois-ci à la fin du Moyen-Âge, mais pour orner la chapelle, la représentation des armes du fondateur. C'est une façon évidemment d'insister sur le personnage qui a créé le collège. Et vous voyez que des siècles après la fondation, les collégiens restaient très attachés à leur fondateur. Très souvent, l'anniversaire de la mort du fondateur était une fête particulière célébrée dans la chapelle du collège. Dans les établissements qui avaient davantage de moyens, on essayait de construire un bâtiment indépendant pour la chapelle. Et très souvent, ces structures se sont révélées beaucoup plus élaborées et beaucoup plus spectaculaires que ces aménagements pragmatiques tels qu'on peut les voir au collège de Bayeux, par exemple. Et je reviens au collège d'Autun, qu'on a vu tout à l'heure. Pour information, les numéros que vous voyez là, ce sont les parcelles que j'ai reportées sur le cadastre impérial. Donc ici, en numéro 1,
l'ancienne maison de l'évêque de Béziers, donc le noyau originel du collège, et puis ensuite, en progressant vers l'ouest, les autres propriétés achetées par le cardinal Pierre Bertrand. Le cardinal a veillé lui-même à la construction de la chapelle. Dès 1341, dès la première fondation du collège, on commence à construire cet édifice. Un édifice à vaisseau unique, terminé par une abside à 3 pans. Et vous le voyez, complètement noyé, en revanche, dans la construction. Ce qu'on constate également sur ce plan, c'est qu'on retrouve ce type monastique identifié dans les autres collèges. La chapelle au nord, longée par une voie publique, ici la rue de l'Hirondelle, et la cour, ou cloître, directement au sud de cette chapelle. Donc en miniature, eh bien, le duo chapelle-cloître, ou église-cloître, que l'on avait vu chez les mendiants par exemple. Il ne reste rien de cette chapelle, ou presque, si ce n'est la trace de ce contrefort d'angle ici, dans les maçonneries, ce contrefort que vous distinguez ici. Vous le voyez, sur les photos ne sont pas très bonnes, mais vous voyez ce contrefort? Ça, c'est le contrefort du XIVe siècle, qui est conservé dans les maçonneries modernes, et c'est tout ce qui subsiste de cette chapelle du collège d'Autun. Quand on étudie les bâtiments disparus, on apprend à se contenter de peu. Donc, quand on tombe sur un contrefort, on est très content. Le plan de cette chapelle du collège d'Autun, donc à vaisseau unique et terminé par une abside polygonale, de même que son élévation avec de grandes baies ouvertes entre les contreforts. Donc ça, c'est une élévation telle qu'on peut la voir dans le plan de Turgot de 1739. Tous ces éléments reprennent le parti de la Sainte-Chapelle de la Cité. Et là, on rentre vraiment dans des considérations d'histoire de l'art pur, à savoir quel est le modèle pour la chapelle du collège d'Autun. Eh bien, c'est la Sainte-Chapelle du Palais de la Cité, c'est la Sainte-Chapelle de Saint-Louis. Comme la Sainte-Chapelle de Saint-Louis, la chapelle du collège d'Autun est un édifice à vaisseau unique et abside polygonale. Ici, vous avez la chapelle basse, ici la chapelle haute de cette Sainte-Chapelle. Et il faut savoir que ce modèle de la Sainte-Chapelle a en fait servi pour énormément de collèges. Quasiment tous les collèges qui ont eu les moyens de construire une chapelle indépendante et non pas de bricoler une salle au rez-de-chaussée, eh bien, se sont servis de ce modèle de la Sainte-Chapelle. On a vu le cas du collège d'Autun, mais il faut savoir que c'est un phénomène qu'on repère dès le début du XIVe siècle, avec la chapelle du collège de Navarre. Donc on l'a vu tout à l'heure en plan, effectivement le collège de Navarre avait une chapelle à vaisseau unique terminée par une abside polygonale. Et voici un relevé en élévation. Alors, ce sont des documents sur calque qui ont beaucoup souffert, qui appartiennent au fonds Lenoir, conservé à l'Institut national d'histoire de l'art. Dans les grandes lignes, cette chapelle du collège de Navarre reprenait donc effectivement le type de la Sainte-Chapelle de Saint-Louis. Ce rapprochement est d'autant plus parlant qu'il s'agit de deux constructions royales cette fois-ci, puisque, encore une fois, le collège de Navarre est le premier collège royal à Paris. C'est donc un chantier royal par essence. Il est donc assez logique que les fondateurs aient cherché un modèle royal pour la chapelle de ce collège. Et partant de là, on se rend compte que, eh bien, de collège en collège, d'établissement en établissement, la Sainte-Chapelle s'impose véritablement comme le modèle privilégié si on a la chance de pouvoir construire une chapelle. C'est un phénomène qu'on le repère également très très bien à la fin du XIVe siècle, sous le règne de Charles V, avec un cas tout à fait particulier, la chapelle du collège de Beauvais. On connaît très bien cette chapelle eh bien, parce qu'on a la chance de la voir encore debout. Je vous l'ai montré tout à l'heure en introduction. Cet édifice tout à fait particulier, et d'autant plus particulier qu'il a été construit par l'architecte du roi. C'est en effet Raymond du Temple, architecte de Charles V puis de Charles VI, qui construit la chapelle du collège de Beauvais.
et qui va construire quelques années après la Sainte-Chapelle du château de Vincennes. Ici, je vous ai mis une comparaison des trois plans: Sainte-Chapelle du Palais de la Cité, chapelle du Collège de Beauvais. Alors attention, elles ne sont pas à l'échelle, celle-ci est beaucoup plus petite que les voisines. Et puis Sainte-Chapelle du château de Vincennes. En plan, on a une lignée assez transparente, assez visible. Toujours un édifice à nef unique, terminé par une abside polygonale. Voici la Sainte-Chapelle du Palais de la Cité, en l'occurrence la chapelle haute, celle qui a vraiment servi de modèle. La chapelle basse, elle, a été laissée de côté délibérément par la plupart des architectes ayant copié cet édifice. Un édifice dont les murs ont quasiment disparu, seuls les contreforts constituent la paroi murale, et entre ces contreforts, des baies énormes, là on est à plus de 15 mètres de haut, de fenêtres, et des baies qui font vraiment tout le tour de la chapelle, y compris dans l'abside polygonale. On se rend compte que Raymond du Temple s'est directement inspiré, encore une fois, de cette Sainte-Chapelle pour la chapelle du Collège de Beauvais, avec toujours ces baies ouvertes entre les contreforts. Les murs disparaissent, y compris dans l'abside. Donc cette chapelle du Collège de Beauvais, comme les chapelles d'autres collèges, elle se trouve dans la lignée de la Sainte-Chapelle, et peut-être même encore plus, puisque Raymond du Temple, architecte de Charles V, était aussi le maître d'œuvre de la Sainte-Chapelle. Il a travaillé au Palais de la Cité, en particulier pour constituer les oratoires de Saint-Louis, à la fin du XIVe siècle, ici, à la Sainte-Chapelle. C'est un édifice qu'il connaissait très bien. Et entre 1375 et 1380, il décide de réaliser une Sainte-Chapelle en miniature au Collège de Beauvais. Très certainement, pour l'architecte, c'était un coup d'essai avant de réaliser la Sainte-Chapelle de Vincennes, qui est le grand chantier religieux du règne de Charles V. Vous constatez qu'à cette Sainte-Chapelle de Vincennes, on retrouve exactement les mêmes traits caractéristiques qu'au Palais de la Cité. Des murs qui se réduisent au contrefort, des baies ouvertes au maximum, très très élancées, et donc toujours vaisseau unique et abside polygonale. Donc on a vraiment une lignée, une famille d'édifices très très proches, et dans cette famille d'édifices, on peut isoler la chapelle du Collège de Beauvais, encore une fois un coup d'essai en miniature pour l'architecte du roi. Alors je vais conclure très rapidement. Évidemment, ce ne sont que quelques aspects de cette architecture des collèges parisiens. Il faudrait également parler des bâtiments de la vie commune, les réfectoires, etc. Mais encore une fois, la chapelle, c'est l'édifice le plus significatif. L'implantation des collèges sur la rive gauche de Paris a permis une couverture homogène du territoire qui était inscrit dans le rempart de Philippe Auguste. On peut même imaginer un phénomène de saturation de ce territoire à la fin du Moyen-Âge. 56 collèges, encore 4 fondations au XVe siècle dont je ne vous ai pas parlé, avec énormément de maisons rassemblées pour chacune de ces institutions. Donc très rapidement, les collégiens vont monopoliser une grande partie du territoire disponible à l'intérieur du rempart. Cette saturation de la rive gauche, cette colonisation de la rive gauche est d'autant plus prégnante que la rive gauche, contrairement à la rive droite, n'a pas bénéficié d'un agrandissement du rempart médiéval. La rive droite, sous le règne de Charles V, a vu la construction d'une nouvelle enceinte. Sur la rive gauche, jusqu'à l'époque moderne, il a fallu se serrer dans le rempart de Philippe Auguste. Ce qui évidemment a interdit peut-être aussi les fondations de nouveaux collèges à l'extérieur des remparts. Ces quelques exemples de collèges qu'on a vus ensemble illustrent les caractères principaux de l'ensemble du corpus, de ces 56 collèges que je ne peux pas passer en revue avec vous, à savoir une planification des installations. Encore une fois, c'est un acte réfléchi de fonder un collège. Ça demande de faire des acquisitions de terrains et de maisons en masse
ça demande également de débourser énormément d'argent. Et ça traduit une volonté très très forte de la part des fondateurs d'installer les communautés dans les meilleures conditions possibles. À travers l'architecture de ces collèges, on repère également la volonté des fondateurs ou de leurs exécuteurs testamentaires de se référer à des modèles architecturaux prestigieux, qu'il s'agisse de modèles monastiques, on l'a vu surtout dans l'organisation générale du plan, qui repose sur ce duo formé de l'édifice du culte et de la cour ou du cloître, et aussi les modèles royaux, surtout si l'on songe au modèle royal par excellence, qu'est la Sainte-Chapelle de Saint-Louis. Derrière ces différents traits de caractère qu'on a vus ensemble, on saisit bien en filigrane les enjeux politiques qui se cachent derrière ces fondations de collège. Ces enjeux politiques qui sont liés en partie au rôle de l'Université de Paris comme garant du dogme à l'échelle de la chrétienté. Donc l'Université de Paris, ce n'est pas n'importe quelle université. C'est la garante du dogme, c'est l'université de l'enseignement de la théologie, c'est celle vers laquelle tous les regards se tournent dès qu'il y a des problèmes de dogme, des problèmes pour l'Église catholique. Et puis l'Université de Paris et les collèges rattachés à cette université, ce ne sont pas n'importe quel établissement. On est dans la capitale du royaume capétien. Et effectivement, les rois ont suivi de très très près ce qui se passait dans cette partie de la ville. Ils avaient tout intérêt à contribuer à la mise en valeur de l'université à travers les collèges pour bien afficher le rôle de Paris comme centre intellectuel pour la chrétienté. Je vous remercie. Pour la construction des Bernardins, est-ce que pour tous ces collèges, je pense que c'est régulier, parce que c'est étudié non, est-ce qu'il y avait des bulles papales vous avez retrouvé la trace? Alors effectivement, dans les archives de la plupart des collèges, j'ai retrouvé des bulles pontificales, soit des copies modernes, soit même des bulles originales avec le sceau en plomb. Enfin, j'étais toute folle aux archives, mais j'ai retrouvé des bulles pontificales donnant l'autorisation d'avoir une église, d'avoir un cimetière, d'avoir une cloche, etc. Et c'est très souvent contre ces bulles pontificales que les curés paroissiaux avaient fait acte de résistance au XIIIe siècle. Donc très souvent, le pape intervenait pour confirmer les fondations, pour autoriser la communauté à avoir une église ou un cimetière. Et ce qu'il faut bien comprendre avec ces collèges parisiens, c'est que la plupart des fondateurs étaient des évêques ou des cardinaux, donc le très très haut clergé, c'est-à-dire des gens qui connaissaient le pape. Ce n'était pas n'importe qui les fondateurs du collège parisien. Donc ils ont très souvent joué de leur influence pour obtenir ce type d'autorisation. Et effectivement, ça explique en partie pourquoi on retrouve énormément de bulles pontificales, d'interventions pontificales pour faciliter la fondation ou l'installation de ces collèges, effectivement. Alors, l'abbaye de Saint-Victor, elle a joué un rôle intellectuel, elle est en dehors de Paris. On a un collège fondé au début du XIIIe siècle, le collège des Bons Enfants Saint-Victor, qui se trouvait juste à côté des Bernardins et du collège du cardinal Lemoine. On ignore quasiment tout des conditions de sa fondation, puisque les archives médiévales ont disparu. Et donc, pour essayer de comprendre un petit peu l'histoire de ce collège, j'ai dû me rabattre sur des chroniques modernes, avec des espèces de légendes qui devaient circuler au milieu des collégiens. Et très certainement, la fondation était liée à l'abbaye Saint-Victor, ou en tout cas, le collège des Bons Enfants Saint-Victor se trouvait près de la porte Saint-Victor et sur un terrain qui avait appartenu à l'abbaye. Mais en ce qui concerne les collèges parisiens, c'est à peu près la seule implication de l'abbaye que l'on peut repérer pour la période médiévale en tout cas. Est-ce que l'abbaye Sainte-Geneviève n'a pas joué le rôle de pôle d'attraction dès le XIIe siècle, lorsque Abélard est venu enseigner sur la
davantage? Alors c'est vrai que le rôle de l'abbaye de Sainte-Geneviève, il est essentiel. C'est grâce à sa protection que les écoliers, Abélard et d'autres, ont pu se mettre à l'abri de l'autorité épiscopale, ont pu échapper à l'autorité épiscopale, s'installer sur la rive gauche et commencer à enseigner dans ces écoles de la rue du Foire dont je vous parlais tout à l'heure, ou à Saint-Julien-le-Pauvre, etc. Et pour le reste du Moyen-Âge, et en ce qui concerne les collèges plus particulièrement, l'abbaye a joué un rôle essentiel. Il faut savoir que c'était le principal propriétaire foncier de la rive gauche, et que donc la plupart des établissements dont je vous ai parlé possédaient des maisons qui relevaient de la censive de Sainte-Geneviève. Et là, l'abbaye s'est révélée extrêmement arrangeante pour les collèges. Elle a largement favorisé leur installation, elle a amorti les terrains, elle a amorti les maisons, elle a cédé ses droits pour des sommes raisonnables et dans des délais raisonnables, ce qui est encore plus significatif, surtout à cette époque-là. Donc vraiment, l'abbaye a joué un rôle déterminant de protection, peut-être pas d'attraction urbaine, mais en tout cas de protection, et elle a largement facilité le travail pour les fondateurs de collèges, en tout cas, ça c'est sûr. Et Saint-Germain-des-Prés? Saint-Germain-des-Prés, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près le même phénomène, même si on a la sensation, en regardant les actes d'archives, que la bonne volonté des moines de Saint-Germain-des-Prés a dû être un petit peu plus sollicitée, on a dû un petit peu plus les pousser pour aider les fondations. C'est assez frappant en ce qui concerne les cordeliers, par exemple. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, les cordeliers arrivent en 1217-1218 comme les dominicains, comme les jacobins, mais ils ne peuvent pas s'installer tout de suite dans la ville, c'est-à-dire à l'intérieur du rempart. Il faut attendre 1230 et l'intervention de Saint-Louis pour que l'abbé de Saint-Germain-des-Prés accepte de céder un terrain aux franciscains qui leur permettent de s'installer à l'intérieur du rempart. Et sans l'intervention royale, je pense que les abbés de Saint-Germain-des-Prés, l'abbé n'aurait pas fait cette démarche. Il y a eu la pression pontificale aussi, dans la même foulée. Donc Saint-Louis et le pape, et là, ça a un petit peu motivé la bonne volonté de Saint-Germain-des-Prés, je pense. Et puis Saint-Germain-des-Prés était moins largement possessionné sur la rive gauche que Sainte-Geneviève. Donc déjà, il y a moins de fondations dans ce qui est aujourd'hui le 6e arrondissement, dans la partie occidentale de la rive gauche, et Saint-Germain-des-Prés avait moins de terrain, donc son implication est moindre dans l'implantation des collèges. Y avait-il une concurrence entre ces différents collèges? Oui, bien sûr. Oui, il y avait une concurrence. C'était à celui qui aurait la plus belle chapelle, celui qui aurait les meilleurs élèves, celui qui arrivera à placer le plus d'évêques, de cardinaux, de membres du Parlement. Il y avait une concurrence et en même temps, il y avait une certaine forme d'esprit de corporation, puisque il y a aussi un phénomène géographique à prendre en compte, à savoir que les étudiants qui arrivaient à l'université étaient répartis selon 4 nations en fonction de leur origine géographique. Donc les étudiants de la nation d'Angleterre, par exemple, qui devient la nation d'Allemagne après la guerre de 100 ans, puisque les Anglais ne sont plus vraiment les bienvenus à Paris après la guerre de 100 ans, évidemment, cette nation-là dirigeait un certain nombre de collèges, 4 ou 5 collèges, et on constate un fort esprit de corps, à caractère identitaire en fait, dans ces collèges. Donc il y avait à la fois une concurrence intellectuelle, mais aussi un esprit de corps. Et dès lors qu'il s'agissait de faire face aux autorités laïques, aux prévôts par exemple, ou aux agents du roi, eh bien là, toute l'université et tous les collèges se liguaient pour défendre leurs privilèges. Donc il y avait les deux, si vous voulez. C'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez la concurrence entre les universités, mais vous avez aussi un esprit de corps parmi les universitaires. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait les collèges des Irlandais, des Écossais? Alors, les Écossais, oui, c'est une fondation de 1326. Le collège des Irlandais, c'était anciennement le collège des Lombards. C'était les Italiens. Les Irlandais ont récupéré le bâtiment, enfin les bâtiments et les archives des Lombards à la période moderne. Parce que ces collèges-là subsistent encore. Pas sous cette forme-là, pas sous la forme d'origine, mais ils existent encore effectivement. Mais le collège des Irlandais, encore une fois, les Irlandais sont arrivés après. La congrégation des Irlandais a récupéré le collège des Lombards. C'était des Italiens au départ qui possédaient les bâtiments. Donc ça a été reconstruit. Ah, puis en plus, ça a été reconstruit, oui. La date du
plan cadastral du collège de Navarre. C'est-à-dire le plan que je vous ai montré? Oui. Attendez, je vais revenir sur le cliché, c'était au tout début, je crois. C'est pas, à proprement parler, c'est pas un plan de cadastre. Celui-ci, Voilà. c'est le plan de l'abbé de la Grive, qui date de 1757. Voilà, c'est le de la Grive. Pardon, 1500 1757. 1750. Il en a fait deux en fait. Il en a fait un 1728 qui est moins bon et celui-ci à partir duquel j'ai beaucoup travaillé parce qu'il est quand même assez fiable. Est-ce que vous avez, je n'ai pas bien entendu, si on connaissait la date de construction de la chapelle de Beauvais pour soutenir que c'est donc le modèle desservi au... Oui, alors on a tous les comptes de construction pour la chapelle du collège de Beauvais. Donc elle a été réalisée entre 1375 et 1380. Or on sait que pour la Sainte-Chapelle de Vincennes, Charles V fonde un collège de chanoines destiné à desservir cette Sainte-Chapelle en 1379, c'est-à-dire juste avant sa mort. Donc on part du principe, enfin, la plupart des historiens de l'art s'accordent à dire que les travaux n'ont pu commencer qu'après la fondation de ce collège de chanoines, donc 1380 ou plus tôt, c'est-à-dire au moment où on achevait cette chapelle du collège de Beauvais. Cela étant dit, Charles V et Raymond du Temple étaient très proches. Raymond du Temple était déjà son architecte avant qu'il ne devienne roi de France. Et donc, ils ont très certainement parlé, dès le début du règne, de construire le château de Vincennes, qui existait déjà en partie, et cette Sainte-Chapelle qui ferait en fait un pendant à la Sainte-Chapelle de Saint-Louis, Saint-Louis qui est le modèle royal par excellence. C'est le seul roi canonisé de la dynastie, donc on a tout intérêt à faire référence à lui le plus souvent possible. Donc c'est tout simplement des questions de chronologie, là qui est exacte pour le coup, en tout cas en ce qui concerne le collège de Beauvais, que j'affirme effectivement que cette chapelle du collège de Beauvais est un coup d'essai avant d'attaquer la Sainte-Chapelle de Vincennes. Chaque collège enseignait-il dans sa langue? Alors, non, normalement, on n'enseignait qu'en latin. La seule langue acceptée, c'est le latin. Donc, voilà. Quelle était la motivation principale des fondateurs? Alors, la motivation principale, pour un certain nombre d'historiens de l'université, ce serait plutôt la charité. Ce sont des fondations charitables. À partir du moment où on a fini de construire les cathédrales, on a fini de leur rajouter des chapelles, etc., vers quoi on se tourne au XIVe siècle pour exprimer sa charité? Eh bien, les collèges. Je pense que c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a des enjeux politiques derrière, des enjeux politiques pour le roi de France, en particulier à partir du règne de Philippe le Bel. Et la multiplication des collèges au XIVe siècle, comme par hasard, à partir du règne de Philippe le Bel. Première fondation de collège royal sous le règne de Philippe le Bel par son épouse. Et derrière son épouse, c'est lui qu'on devine, évidemment. Tout ça me pousse à dire que c'est surtout des questions politiques qui motivaient les fondateurs, à savoir, eh bien, suivre cette politique royale qui visait à multiplier les établissements collégiaux dans l'université pour mieux contrôler les collégiens, pour mieux contrôler les universitaires et, en aval, eh bien, mieux contrôler le recrutement pour les élites administratives et religieuses du royaume. Parce que c'est ça aussi, c'est que la plupart des membres du Parlement, des membres du Châtelet, des membres de la cour, de la maison du roi, la plupart des évêques, etc., très très rapidement au XIVe siècle, ils vont tous sortir d'un collège parisien ou presque. Donc il y a tout intérêt à surveiller de près ce qui s'y passe. Et donc je pense que la plupart des fondateurs de collèges, en tout cas au XIVe siècle, c'est-à-dire à partir du règne de Philippe le Bel, sont en fait, eh bien, obéissent en quelque sorte à cette volonté royale d'affirmer son autorité sur la corporation. Donc, il y a des motivations religieuses, mais je pense que les motivations politiques ne doivent pas être sous-estimées. À mon avis, elles sont très très prégnantes. Et en pareil cas pour les précoces, pourquoi les précoces? Parce qu'il y avait quand même des fondations d'étrangers, donc là c'est pas tout à fait la même chose, mais elles sont minoritaires, elles sont très minoritaires. Vous avez un collège pour les Italiens, le collège des Écossais, 3 collèges pour les Scandinaves et un collège pour les Allemands, et c'est tout. Après ce sont que des collèges pour les ressortissants du royaume. C'est pour s'implanter dans la montagne. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Université de Paris, c'est la plus ancienne à avoir été fondée.
Et donc, elle a très tôt attiré des gens venant de tous les coins de la chrétienté. Donc, très certainement, la création de ces quelques collèges pour les étrangers, c'était simplement d'avoir des points de chute dans Paris pour des gens qui arrivaient des fois des confins de la Suède, etc. C'est un phénomène qu'on repère avant la création des grandes universités, par exemple en Europe centrale, qui intervient à l'extrême fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire plusieurs siècles après les premières fondations à Paris. Est-ce qu'on a quelque idée du nombre d'étudiants que ça pouvait représenter? Alors d'après... Ça peut changer selon les collèges. D'après les calculs, on estime que les collèges parisiens ont abrité entre 2 et 10% des effectifs de l'université, ce qui n'est pas beaucoup finalement, c'est très très peu. Donc c'est quelques centaines d'étudiants face à plusieurs milliers d'étudiants, jusqu'à 5 6 000. Certains auteurs parlent de 10 000 étudiants, mais là ça me paraît un petit peu beaucoup. Et puis on n'a pas tous les registres d'inscription des étudiants. On a des lacunes énormes, en particulier au XVe siècle. Et pour certaines nations, on a des lacunes terribles qui ne nous permettent pas d'être certains des effectifs d'une année à l'autre, même d'une décennie à l'autre. Ce qui est sûr en revanche, c'est que les effectifs des collèges étaient fixés selon les règlements liés à la fondation. Il y avait des nombres de bourses limités. Ça pouvait aller de 2 bourses à 70 bourses au Collège de Navarre. Et puis alors pour les établissements réguliers, c'est encore différent. Là, chaque abbaye pouvait décider d'envoyer un ou plusieurs novices étudier à Paris dans le collège de son ordre. Donc on pouvait avoir des effectifs énormes. Par exemple, chez les Jacobins, 7 ans seulement après leur fondation, dans les années 1220, on avait déjà 120 personnes dans le couvent. Donc une communauté vraiment énorme. Cela dit, encore une fois, on n'est qu'à quelques pourcents de l'ensemble de la corporation, ce qui n'est pas énorme. Un grand merci pour cette prestation si éclairante.